vous en prie. Sur la troisième thématique que nous avons abordée avec donc Sophie Baron, Stéphane Landman et Jean-Marc Berrand, en fait, l'idée, c'est plus de voir comment, par rapport au changement aujourd'hui de la société, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux très importants, le vieillissement de la population, le fait de travailler sur le logement social, la petite enfance, les questions médicales, enfin bref, il y a énormément de choses qui changent dans le monde de l'habitat, dans le monde de l'urbanisme, et les offres de logement sont pas forcément adaptées. Par exemple, nous, on voit depuis un certain temps arriver des modèles de maisons qui sont alors, on ne sait pas encore si c'est de l'emballage marketing ou si ça correspond à un vrai besoin, si c'est des maisons vraiment spécifiques, et par exemple des maisons pour familles recomposées, sont des choses qu'on voit arriver. Donc il y a manifestement un effort d'adaptation des constructeurs à des enjeux qui sont aujourd'hui extrêmement importants. Par exemple, sur le vieillissement de la population, on sait que le parc ancien n'est pas adapté. Il y a toute une série d'aides qui existent aujourd'hui pour créer des salles de bain, des salles de bain adaptées, des portes plus larges, injecter de la domotique, etc., etc. Mais dans le neuf, on sait aussi qu'il y a des lois sur l'accessibilité. Et on commence à voir apparaître, on l'a vu d'ailleurs avec vous, Stéphane Landman, c'est vous qui avez présenté, si je me souviens bien, au dernier challenge de l'UMF, un type d'habitat spécialement adapté au vieillissement, je crois. C'est exactement le projet dont je vais vous parler maintenant. Eh bien voilà, ça tombe bien, c'est à vous. À Barcelone, c'était des images et là, j'ai des photos aujourd'hui. Eh bien voilà, on vous écoute. Donc, je voulais parler du vieillissement de la... Le micro juste plus près sur votre menton, comme ça, et ça, tout le monde vous entend. Okay. Merci beaucoup. Je voulais juste vous parler du vieillissement de la population. On sait très bien aujourd'hui que dans les 15 prochaines années, nous aurons 5 millions de retraités complémentaires. Alors, je parle plus de retraités que de personnes âgées, parce que je trouve que retraités, c'est plus sympathique. Qui sont ces retraités? Ces retraités sont des gens aujourd'hui qui sont différents des générations précédentes. C'est des gens qui veulent profiter de la vie, c'est des gens qui veulent avoir des maisons connectées, qui veulent avoir des maisons, qui veulent rester le plus longtemps possible chez elles, en fait. Donc, à partir de ce constat, on a essayé d'imaginer un projet. On s'est rapproché d'une commune au nord d'Angers qui s'appelle Tiercé, à 18 km d'ici. Nous avons trouvé en commun avec la mairie 2 fonds de parcelles, c'est-à-dire 2000 m², que nous avons travaillé pour imaginer des maisons. Donc, on est rentré dans le cadre du Grenelle, Grenelle 1, Grenelle 2. Nous avons densifié. Nous avons voulu trouver des solutions pour densifier. Donc, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire 7 maisons sur 2000 m², y compris la voirie. On a des largeurs de parcelles qui font 7,23 m. Donc, on a des parcelles très, très étroites. Et on a essayé de travailler sur l'intimité aussi. Parce que quand on a des parcelles, quand on densifie comme ça, il faut travailler sur l'intimité. Il faut vraiment que les gens se sentent chez eux. Il faut créer un cocon. Et ce constat, on le voit pour effectivement la personne âgée, la personne retraitée. Mais on peut l'adapter aussi aux primo-accédants. On a tous besoin d'intimité. Quand on accède à la maison individuelle, c'est pour être chez soi. C'est pour avoir un prolongement. Le jardin aujourd'hui est un prolongement de la pièce de vie. C'est ce qu'on a essayé de faire. Donc là, on voit les slides tourner. On avait la façade arrière tout à l'heure et la façade avant maintenant. Volontairement, nous avons créé un projet contemporain. C'est pas parce que nos clients sont des personnes retraitées, des personnes âgées qu'il faut faire quelque chose de lugubre. Bien au contraire. Les personnes âgées, quand on les regarde aujourd'hui, quand on leur pose la question, c'est peut-être les personnes qui sont le plus près à aller vers le modernisme en fait. Alors je m'aperçois que quand on propose des choses assez contemporaines à des jeunes, ils ont un peu de mal des fois à prendre le risque. Alors que la personne âgée a beaucoup plus de vécu et est prête à prendre du risque. Quand on regarde le projet là, on a un mélange de bois, on a un mélange de métal, de produits un petit peu innovants. Donc c'est ce qu'on a créé. Ces projets, on a voulu qu'ils soient faciles et agréables à vivre. Donc il a fallu trouver des solutions. Donc facile et agréable à vivre. Dans agréable, j'ai voulu qu'il y ait beaucoup de lumière. Donc on a des grandes baies vitrées, on verra tout à l'heure, des grandes baies vitrées sur la façade arrière. On a 5 mètres de baies vitrées à donner sur le jardin. Donc encore une fois, on a cette extension du séjour vers le jardin et du jardin vers le séjour, avec effectivement des seuils encastrés pour qu'il n'y ait pas de difficulté d'accès. On sait très bien qu'au fur et à mesure, on voit les grandes baies. Ce qui est très important, on parlait d'intimité tout à l'heure, on aperçoit, je ne sais pas si vous voyez, entre chaque logement, la prolongation des murs en béton branché. Donc ces murs en béton branché ont été faits pour 2 choses. La première, c'est pour le côté acoustique, pour qu'on n'entende pas de bruit entre les deux, même si en vieillissant on entend moins, mais il fallait quand même traiter l'acoustique. Donc on a traité l'acoustique, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était de prolonger ces murs pour que quand on est dans sa maison ou sur sa terrasse, on ne soit pas gêné par le voisin et on ne gêne pas non plus le voisin.
Voilà, donc simplicité d'usage, on a travaillé aussi sur le confort, c'est-à-dire qu'en termes de chauffage, on a essayé de trouver la solution la plus simple. On sait qu'une personne âgée, au fur et à mesure du temps, aura du mal à gérer un chauffage un petit peu compliqué. Quand je dis un petit peu compliqué, c'est une pompe à chaleur, c'est un chauffage gaz, c'est des choses qui demandent de l'entretien, qui demandent des réglages. Là, on est plutôt parti sur un plancher chauffant électrique. Alors, ce qui est défavorable aujourd'hui dans le cadre de la réglementation thermique 2012, mais on l'a compensé par une surisolation. On a un bâtiment pour les techniciens avec un BBO de moins 50, donc on a un très 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 bon bâti. Avec notre bureau d'études de TC, nous avons réussi à prouver qu'on aurait un coût de chauffage de moins de 19 € par mois et un coût de production d'eau chaude de moins de 2 € par mois. Donc on est très 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 bien placé. Alors, on a peut-être un produit qualitatif qui est un tout petit peu plus cher que le produit qu'on pourrait trouver dans la catégorie primo-accédant. Par contre, en termes de consommation, derrière, on est très très faible. En fait, c'est là le gros point de ces maisons. Quand je disais facile et agréable à vivre, on a fait en bas un salon, séjour, cuisine classiquement. On a fait une chambre avec une porte à galandage pour pouvoir y accéder facilement. On est sur du PMR obligatoirement, en personne de mobilité réduite. La salle de bain, on a fait exactement la même chose avec une douche à l'italienne. Des choses assez classique dans ce qu'on peut faire dès qu'on fait de la VFA ou dès qu'on fait de la maison pour personnes âgées. Par contre, on est allé un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qu'on est allé chercher, c'est plutôt de l'anticipation. Ce n'est pas la personne qui a des soucis. Elle va bien à un moment, on va la chercher. Mais on sait qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, ça ira moins bien. Donc en fait, la salle de bain, aujourd'hui, il n'y a aucune connotation senior. Par contre, on a préparé. C'est-à-dire qu'entre les rails du placo et le placo par lui-même, on a mis un panneau d'OSB, un panneau de bois, pour venir fixer au fur et à mesure du temps des éléments, que ce soit une barre de relevage, que ce soit un siège, que ce soit un élément dont je ne sais pas encore aujourd'hui quel il sera, mais on a tout prévu pour que ça puisse s'adapter au fur et à mesure du temps. Autrement dit, ce n'est pas du logement adapté, mais c'est du logement adaptable. C'est le logement qui va se transformer au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout va bien, heureusement pour tout le monde. Et puis, si ça va moins bien, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et l'idée, c'est que la personne âgée puisse rester le plus longtemps possible dans sa maison et retarder l'accès en EHPAD ou à l'hôpital. Et vous avez installé des installations domotiques, de l'habitat connecté. On a mis de la domotique parce que ne serait-ce que pour respecter la RT 2012, dans les points qui nous ont aidés à gagner des points. Dans la RT 2012, il y a la gestion crépusculaire des volets roulants, par exemple, c'est-à-dire que le soir, dès qu'il va faire nuit, les volets roulants vont se descendre tout seuls. Alors on peut les paramétrer, on les gère comme on veut, mais ça c'est un des points. On a géré un balisage lumineux aussi, c'est-à-dire que la personne âgée qui va aller aux toilettes la nuit allumera son interrupteur, sa lampe de chevet s'allumera à mi-puissance, son couloir va s'allumer et son WC va s'allumer aussi. À son retour, il pourra l'éteindre. On a mis un digicode, on a mis deux, trois choses comme ça qui permettent d'évoluer. Le chauffage est pilotable. On peut, effectivement, comme la RT 2012 demande aussi, consulter ses consommations. Donc tout ça, tout est prêt, tout est dans un petit boîtier là, qui est fait par nos industriels. On peut maîtriser tout et on peut même préparer. On a tout anticipé pour qu'au fur et à mesure du temps, on puisse paramétrer d'autres éléments domotiques. On parle d'éclairage, on parle de chauffage. Il peut être piloté à distance, on peut rentrer en communication à distance aussi avec un proche, avec un soignant. Donc la domotique est présente, mais pas à outrance, elle est juste préparée pour le futur. Un autre point non négligeable, nous avons, parce que vous avez vu tout à l'heure, on parle de maisons personnes retraitées, personnes âgées. Vous ne m'avez pas fait la réflexion, mais vous allez sans doute me la faire plus tard. Pourquoi on a fait un étage? Quand vous regardez ces maisons, vous avez un étage plus ou moins grand, parce que sur cette maison, j'ai des petites et des grandes, des petites ou des petits modules ou des grands modules à l'étage. En fait, c'est tout bonnement pour recevoir la famille, les proches, les amis. On sait aujourd'hui que les personnes âgées ont des enfants, ont des petits-enfants, mais qui sont à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde. Donc si on ne veut pas couper le lien social, le lien familial, à un moment donné, il faut avoir une zone pour pouvoir les recevoir. Donc en fait, à l'étage, on a sur les petits modules, on a une mezzanine en fait qui est là pour recevoir, avec un lit d'appoint, un canapé, pour recevoir ces petits-enfants. Et puis sur les grands, on a une chambre aussi. On s'est aperçu au fur et à mesure du temps de la construction, parce que c'est un projet qui a démarré il y a 1 an et qu'on a livré il y a une quinzaine de jours. On s'est aperçu qu'on pouvait adapter les maisons. C'est-à-dire que sur une des maisons, on a créé une salle de bain à l'étage. L'idée, c'est d'avoir une personne à mobilité réduite en bas et puis de se dire qu'il y a un soignant à domicile, quelqu'un qui dorme. Alors, un soignant ou un étudiant, comme on veut, mais la personne qui sera là pour aider la personne âgée sera à l'étage, aura sa petite intimité à l'étage avec sa salle de bain et sa chambre.
Vous avez tout à l'heure abordé la question du prix. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien ça coûte? On a un prix qui est tout à fait correct pour moi sur un produit fini, tout compris, hormis cuisine aménagée, mais je parle de la terrasse extérieure, je parle du chauffage, de la peinture, de la domotique, tout ce qui va bien. On voit les photos là sur des produits adaptés à la mobilité réduite. On arrive sur un coût hors taxe à 1 400 € du mètre carré, y compris garage. Donc je parle surface habitable, je ne parle pas surface pondérée. Donc je pense qu'on a un prix qui est pas. C'est accessible. C'est un prix accessible, tout à fait. Accessible. Oui. C'est un produit qui s'est vendu à moins de 200 000 €, tout confondu, y compris terrain, pelouse, clôture. On a volontairement voulu, vous voyez sur les premières images tout à l'heure, avoir des clôtures sous forme de ganivelle, des choses comme ça, pour agrémenter le produit, pour ne pas rester sur un produit standard. On a fait une porte ouverte il y a une quinzaine de jours et les gens ne demandaient que la plage en face parce qu'on avait l'impression qu'on avait la plage juste derrière. En fait, le produit était sympathique, il faisait beau, donc ça aide. Voilà. Et ce type de projet, j'en ai quelques-uns qui sont dans les tuyaux. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Vous allez étendre le concept? Je vais étendre le concept. C'est un projet que j'ai depuis très très longtemps en tête, que j'avais pas réussi à mettre en œuvre parce que j'avais pas les moyens techniques et financiers pour le faire à l'époque. Mais aujourd'hui, je souhaite le développer sur d'autres communes en fait, parce que je m'aperçois quand on regarde un petit peu toutes les communes aux alentours d'Angers, la zone que je connais, mais je pense que si on va dans les autres départements, on doit avoir exactement la même problématique, c'est qu'il y a peu de logements pour les personnes âgées. On a des maisons, mais avec peu d'accessibilité au niveau des sanitaires, au niveau des douches. On a toujours des marches, des choses comme ça. Et puis on s'aperçoit aussi qu'une personne âgée, mais même nous aujourd'hui, on n'a plus envie d'un grand terrain, on n'a plus envie d'entretenir des haies, des pelouses et des choses comme ça. On a envie de trouver du confort, on a envie de faire autre chose de sa vie. Une personne retraitée aujourd'hui a envie de voyager, a envie de se promener, a envie de faire du sport, mais n'a pas forcément envie de passer son temps à tondre une pelouse ou à tailler des haies. Merci beaucoup. Merci. Jean-Marc Berrand, vous êtes directeur technique des maisons Privard. Alors, et vous avez travaillé sur un projet de pôle Alzheimer. On a l'habitude de dire que ce sont des projets qui relèvent plutôt soit de produits pour investisseurs via les EHPAD, soit de produits publics. Et là, un constructeur se lance sur un créneau qui est apparemment inattendu. Oui, tout à fait. Donc, je vais faire un petit peu l'historique. Vous avez tous certainement, vous avez été pour la plupart utilisateurs, vous avez fait appel à des services de constructeurs. Et aujourd'hui, en tant qu'élu, vous venez vers nous pour nous demander si on est capable de réaliser des projets un petit peu différents. C'est ce qui se passe sur ce projet-là. C'est un projet d'une maison de retraite qui veut faire un pôle Alzheimer. Et donc le maire qui va céder le terrain gratuitement à la maison de retraite nous a demandé si on était capable de gérer ce type de projet. Donc c'est la preuve que nous, en tant que constructeurs, c'est reconnaître un petit peu notre sérieux parce qu'on doit respecter des prix, des délais. On est contraint par toutes les réglementations techniques, thermiques, sismiques, d'évoluer. Donc vous avez pu vous rendre compte qu'on avait des compétences dans nos entreprises et c'est pourquoi aujourd'hui vous venez faire appel à nous pour ce type de projet. Donc effectivement on a répondu présent pour ce projet. Alors ce sont des appels d'offres publics donc adaptés, appel à conception-réalisation. C'est dans ce cadre-là que l'on fait ça et on s'associe avec des architectes externes. On a un architecte en interne qui fait la conception et on a un architecte externe qui nous aide aussi à la conception de ce projet-là. Donc là, effectivement, ce projet, c'est Alzheimer, donc c'est des personnes âgées et tout le monde connaît, c'est un accident de la vie, donc ce sont des gens qui ont besoin d'être proches de leur famille. Donc, et il faut reconstituer un peu la cellule où ils avaient l'habitude d'habiter. Donc ils peuvent déjeuner, ils ont leur chambre, ils ont des grandes toilettes. Et puis il faut qu'ils aient des espaces verts pour travailler, pour être comme chez eux. Et en plus, il y a toute la partie médicale à coller à ces projets-là. Donc aujourd'hui, on est en train de finir de concevoir ce projet dans une commune du Maine-et-Loire d'ailleurs. Il sera livré quand ? Non, on est en train de le concevoir, donc démarrage fin d'année pour une livraison début 2017.
Est-ce qu'il y a des choses plus complexes à aborder? J'imagine qu'il y a des normes encore plus Oui, on est strictes. obligé de travailler avec les services médicaux, les infirmières, donc tout l'environnement médical lié à ce type de projet. Par contre, et avec des psychomotes, enfin des agents, des personnes qui s'occupent de la motricité des personnes, il y a tout un environnement médical avec qui on est obligé de travailler et de s'adapter. Et vous avez emporté le marché parce que vous avez su faire valoir les atouts des constructeurs que rappelaient les différents intervenants, et notamment Claude Tourteau, sur le fait que vous êtes capable de fournir des produits finis avec des garanties sur le prix. Tout à fait. Donc, ce sont des marchés de conception-réalisation et on est obligé de se maintenir à un budget défini. Et l'avantage pour le client, c'est qu'on fait la conception et la réalisation, donc on fait la coordination de tout. Il n'a qu'un seul interlocuteur, c'est le constructeur. Donc c'est comme pour une maison individuelle, le client a un interlocuteur, son conducteur de travaux en général et son commercial. Et donc là c'est pareil, donc il y a un interlocuteur, l'architecte et le conducteur de travaux, sont les seuls interlocuteurs qu'il a. Et on fait toujours travailler des entreprises locales. Les entreprises de la commune participent. Bon, nous on fait de la production propre, mais les autres corps d'État sont donnés à des entreprises qui ont chacun leur spécialité, quoi. Parce que ça devait être un peu une nouveauté pour les décideurs, notamment les élus, de voir arriver un interlocuteur constructeur, alors que d'habitude ce sont d'autres opérateurs qui traitent ce type de programme. Oui, effectivement, mais je pense que c'est en observant notre métier de constructeur, en nous observant tous, ils se rendent compte qu'on construit des bâtiments sans poser de problème particulier, rapidement. On a un indice de satisfaction dans l'entreprise de 95% de nos clients qui sont totalement satisfaits de nos prestations. Alors, aujourd'hui, ce sont des élus, mais ces élus sont aussi nos clients particuliers. Et donc, je pense qu'on a su développer cet esprit de la satisfaction du client et qu'aujourd'hui, les services publics, qui sont aussi des personnes physiques, nous font confiance, quoi. Et pour vous, c'est une piste de diversification? C'est une piste de diversification, oui. Et ça permet aussi de valoriser nos employés qui font autre chose que de la maison individuelle. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'on est avant tout constructeur de maisons individuelles, quoi. Mais on a une architecte dans l'entreprise qui est dédiée à ces projets-là. Donc, ça, elle aussi, c'est pour elle un moyen d'épanouissement et de ne pas faire que de la maison individuelle, c'est de faire d'autres projets. La diversification, c'est aussi source d'épanouissement. Tout à fait. Merci beaucoup. On parle de diversification. Sophie Baron, vous avez travaillé avec des bailleurs sociaux, je crois. En fait, c'est pas forcément. On avait mis solutions sociales parce qu'il y avait plusieurs projets, mais là, c'est pas forcément des programmes avec les groupements sociaux. En fait, là, c'est une ZAC, c'est à Olonne-sur-Mer. Donc, une ZAC, la mairie passe par Vendée Expansion, en fait, fait appel à Vendée Expansion pour gérer les projets de l'aménagement de cette ZAC. Parce qu'il y a donc des terrains libres ou Alliance Construction, donc on a fait des maisons individuelles, du social, des projets aussi pour les personnes vieillissantes, et il y avait aussi 2 lots pour faire du groupé. Donc donc il y a 2 projets, donc celui-là avec donc 2 maisons individuelles à droite et à gauche, et au milieu en fait il y a 4 logements en fait intermédiaires, donc un logement en bas et un logement en haut. Voilà, les maisons individuelles ont chacun un garage, leur jardin, et c'est un projet. On a voulu en fait faire jouer sur l'architecture aussi, avoir une cohérence architecturale dans le secteur. Là, c'est 6 logements maisons individuelles, en fait, de plein pied, qui correspond aussi au secteur de la Vendée. Parce que moi, je travaille sur 4 départements. Forcément, on adapte l'architecture en fonction des secteurs qui est la demande des particuliers, des familles. Donc là, il y a vraiment c'est vrai que notre métier a changé. Hein.
le métier est en mutation et on a su s'entourer aussi de personnes compétentes autour de nous. Et on travaille aussi avec des gens en interne compétentes, mais aussi à l'externe avec des architectes, les services d'urbanisme, les mairies, Vendée Expansion, enfin des organismes, des SEM et autres, pour justement avoir une cohérence de projet. Et ça, c'est vraiment bien de partir, d'évoluer dans ce schéma. Avec aussi une approche un petit peu multicarte, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà de ce que disait monsieur Béran, c'est-à-dire que vous avez un métier de base, un cœur de métier qui est la construction de maisons individuelles, mais aujourd'hui, vous vous donnez les moyens d'intervenir sur d'autres types de projets. C'est ça. En fait, c'est vrai qu'on est entouré d'une équipe de techniques, dessinateurs, géomètres, enfin, on a tout en interne. Et on travaille aussi avec des gens externes pour répondre à des demandes. Parce que tout à l'heure, il y aura un projet aussi de cabinet de kiné. Mais en fait, voilà, on répond. C'est toujours le premier, le plus difficile, parce qu'il faut trouver les gens qui peuvent nous aider dans ces schémas-là. Mais après, lorsqu'on a fait le premier, on peut le développer et répondre en fait à la demande. Et on vient nous voir parce qu'on est structuré, parce qu'on a aussi préfère mais définitif. On le fait pour les maisons, donc pourquoi pas pour d'autres projets. Et c'est ça qui est génial et c'est épanouissant pour toute l'équipe, effectivement. Oui, en fait, c'est une question de stratégie d'entreprise. C'est-à-dire que vous êtes reconnu pour votre compétence sur tel ou tel domaine, ce qui peut aussi vous aider sur d'autres domaines. C'est ça, notre notoriété est là. Et puis, en fait, justement, on nous fait appel. Soit on se développe géographiquement, soit on reste sur notre secteur géographique et on répond en fait aux différents schémas. On peut faire plein de choses dans la construction. Lorsqu'on est structuré, on est gens compétentes, on peut tout faire. Et même si les constructeurs veulent faire des petites maisons, comme disait Patrick Vendrome, ils sont aussi capables on peut de faire des petites, grandes maisons, moyennes, personnalisées, mais aussi des maisons architectes, parce que justement, c'est génial. On peut travailler aujourd'hui de plus en plus avec des architectes. On est hyper complémentaires et ça va dans le bon sens, vraiment. Je crois que M. Perron, vous avez une autre solution sociale à nous montrer, me dit mon programme. Oui, alors effectivement, en Vendée, il y a un bailleur social, c'est Vendée Habitat, qui a pensé que les constructeurs étaient capables de lui faire du logement social. Donc là aussi, ils font des appels d'offres à conception-réalisation de logements. Donc ce sont des appels d'offres complètement dans la loi de maîtrise d'ouvrage public, dans la loi MOP. Donc il y a un appel d'offres à candidature et ensuite un appel d'offres, une fois que les candidats sont retenus, il y a un appel d'offres où on est en général 3 ou 4 en concurrence. Et on a remporté quelques appels d'offres, on a des confrères vendéens qui ont remporté d'autres appels d'offres. Et donc à chaque fois ce sont des logements groupés, mais des petits groupés, entre 1 et 6 logements. Donc là, là aussi, ce bailleur social s'est rendu compte que les constructeurs savaient construire rapidement et dans des coûts maîtrisés et dans des délais complètement maîtrisés des logements. Donc une fois l'appel d'offres, une fois qu'on est titulaire de ces marchés-là, on construit des groupes de maisons comme une maison individuelle normale, comme pour un particulier. Simplement, on voit une ou deux fois les représentants de l'organisme du bailleur social et on lui livre la maison dans les délais qui sont convenus, 6, 9 ou 12 mois selon l'importance de l'opération. Donc effectivement, vous avez pu voir passer, pour revenir en arrière, donc là c'est 3 logements à Saint-Florent-des-Bois. Allez-y, passez après. Donc logement à Martinet. Alors ce matin, on me demandait de livrer des parcelles finies. Ce sont des photos de nos maisons qui sont terminées avec les clôtures et puis les gazons qui sont complètement terminés, quoi. Ça c'est la vue arrière. On voit que les terrasses sont réalisées. Donc ce sont des maisons entièrement finies, prêtes à être habitées. Et à propos de maisons prêtes à habiter, est-ce que c'est un secteur d'avenir? Parce qu'aujourd'hui, il y a moins de travaux réservés, mais les gens font beaucoup la décoration, s'occupent du jardin pour vous. Alors, ce sont des logements sociaux et ils sont livrés en tant que tels. Après, il y a un autre type de logements qui sont des PSLA, pour lesquels aussi on est amené à répondre. Ce bailleur social fait des PSLA. Et là, ce sont 6 logements à Belleville-sur-Vie. Il y a 4 logements sociaux destinés à la location. Il y a 2 PSLA. Alors, quand on parlait de logements de la sécurisation de l'accession à la propriété, je crois que
au niveau des PSLA, ils sont locataires pendant 1 à 5 ans et ils ont la possibilité de l'acheter par la suite. Alors c'est le bailleur social qui sécurise effectivement cette accession. Ce serait peut-être bien que nous, on puisse le proposer un jour, mais je crois qu'on ne peut pas encore proposer ça, ni de la TVA à 5,5 directement. Oui, puis en plus, il y a des impératifs de relogement en cas de problème de remboursement pour les familles, donc il faut que l'opérateur ait la capacité de reloger les gens derrière. C'est réservé à... On est en train de préparer une enquête. Tout à fait. Donc là, on a plusieurs opérations que vous avez pu voir. On a aussi, en collaboration, je voudrais en parler, on a un de nos confrères de la Bocane qui, aux Herbiers, a eu... la mairie avait fait un lotissement et il y a Orion qui était opérateur. Et il y avait toute une partie qui était compliquée à aménager, des terrains en pente et tout, et ils ont attribué ces lots à cette société, à la Bocane, pour justement résoudre toute la complexité et qu'il y ait une uniformité de conception dans cette partie donc on a aussi ce type de collaboration avec les mairies. Est-ce que ça veut aussi dire que les constructeurs aujourd'hui sont les mieux placés pour exploiter des terrains trop petits pour les promoteurs, trop grands pour les particuliers, trop compliqués pour des opérateurs classiques? Je pense qu'on a pas mal de solutions avec toutes les compétences qu'on a dans les entreprises, dans nos entreprises, chacun. On a les compétences effectivement pour répondre à toutes les problématiques possibles et imaginables, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et aussi une autre problématique dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Ce sont des logements Boitignolles, c'est dans la même série. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Non, mais je vous en prie, vous êtes là pour montrer vos projets. Défiler, donc ce sont toutes des communes de Vendée. Là, et vous voyez qu'on est capable d'adapter complètement nos maisons à la typologie même des terrains. Le terrain un petit peu petit, terrain un petit peu pas toujours facile à aménager. Donc on répond complètement à la demande des bailleurs sociaux. Merci beaucoup. Il y a une autre problématique qui est souvent abordée, qui dit par exemple que ça relève beaucoup du cliché, que les lotissements produisent une architecture pauvre, que c'est difficile de faire du joli quand on n'a pas beaucoup d'argent. Comment est-ce que les constructeurs répondent aux enjeux architecturaux dans les lotissements aujourd'hui? Sophie Baron, par exemple. On avait une question sur ce thème. En fait, on fait appel, c'est des partenariats avec des architectes et je pense qu'on est hyper complémentaires. On peut tout à fait répondre à faire des maisons avec des simples quelque part, mais avec des matériaux différents ou des conceptions différentes, mais aussi à l'intérieur de la maison. Il y a l'extérieur, mais aussi l'intérieur. On peut apporter quelque chose avec un bien-être, une fonctionnalité, de l'aménagement de décoration, parce qu'aussi on nous demande aussi ces thèmes-là, et la cuisine, l'aménagement de cuisine. Moi, je vais jusque-là aussi, et je pense qu'il faut aussi apporter des matériaux, une fonctionnalité sympa et aussi une architecture qui peut-être reste simple. On ne peut pas non plus faire des choses trop compliquées, mais on peut allier des différents matériaux pour faire quelque chose de sympa. C'est-à-dire que là aussi, on voit davantage les constructeurs travailler avec les architectes, tout se fait davantage en concertation. Pendant des années, on a entendu parler d'une guerre entre les architectes, les constructeurs. Enfin, vous connaissez le débat, il y a beaucoup d'idées reçues, Aujourd'hui, c'est apparemment de moins en moins le cas. Oui, vous arrivez à travailler ensemble. Ça va aller dans le bon sens, ça c'est sûr. Je pense que ça va aller dans le bon sens. Il faut aller dans le bon sens, ça c'est sûr. Claude ? Oui, je vais bien prendre la parole. Je travaille avec une architecte. Alors, comme quoi, tout est possible. Tout est possible. Et un homme peut travailler avec une femme en plus, tu vois. Donc, non, mais les femmes sont pas assez nombreuses dans notre métier. Elles nous amènent des visions des fois qui sont très, très intéressantes. Sortie de ça, on voit bien qu'une maison, architecturellement, elle peut être belle, on peut la trouver belle ou pas, mais c'est dans quel cadre on va la mettre. Et je pense que c'est cette succession de maisons qui peut poser problème. Et c'est là aussi, si on est très tôt en amont dans les projets, où on peut amener des solutions architecturales, et comme disait Sophie, sans faire beaucoup plus cher, amener des choses qui puissent être jolies et acceptables. Mais il y a un point où on doit aussi travailler, nous, au niveau de l'Union des maisons françaises, avec les élus, c'est dans les règles urbanistiques. On voit que la loi Allure a proposé d'ouvrir du foncier, de redensifier, sauf qu'on arrive des fois sur des réglementations urbanistiques qui nous empêchent de le faire parce que on tombe sur un règlement d'urbanisme qui nous dit là vous pouvez pas. Donc on a tout ça aussi à faire travailler, à faire bouger toutes ces lignes pour pouvoir justement ramener un peu d'harmonie dans ce qui a été décidé dans les années 80-90 qui n'ont pas évolué. Donc nous on doit
évoluer, mais on ne peut pas évoluer tout seul dans notre monde pour faire bouger toutes les lignes, c'est impossible. Et c'est en concertation qu'on pourra faire bouger toutes ces lignes-là. Je vous en prie. Oui, Et après, vous parliez Madame l'architecte. de la petite guéguerre constructeur-architecte, mais aujourd'hui, on est de nombreux constructeurs à employer des architectes diplômés d'État. Donc c'est pour améliorer la qualité de nos constructions, de l'aménagement même de nos constructions. Et on travaille effectivement en collaboration avec eux pour les projets que l'on dépose, parce qu'on est obligé donc de toute façon par la loi d'avoir un architecte extérieur, mais on emploie des architectes qui sortent des écoles d'architecture. Voilà. C'est justement un signe de reconnaissance de qualité pour votre production. Tout à fait. Vous vouliez ajouter un mot? Oui, je vais m'exprimer en tant qu'aménageur et non pas architecte. Avec ce regard d'aménageur, cette ambition de l'aménageur et cette exigence de l'aménageur qui va au-delà effectivement de la conception des espaces publics, mais qui a aussi donc ces exigences en termes d'architecture. Alors, on le voit bien pour des questions économiques qu'on a du mal à sortir, pardonnez-moi d'être assez cash, de la boîte à chaussures. Parmi les exemples qui nous ont été montrés, il y a des choses qui sont très très intéressantes en termes de volumétrie, qui montrent que on peut arriver à sortir des volumes intéressants. Mais parmi ces exemples, ce qu'on met à Angers, on le met aussi au Mans, on va le mettre à Nantes, on va le mettre à Marseille. Donc nous aujourd'hui, alors c'est parce que aussi la formation d'architecte fait que j'aime bien gratter la peau du dos de mes partenaires constructeurs, architectes, urbanistes. Il faut qu'on travaille ensemble. Et la prochaine étape, quand on va trouver un peu de temps pour le faire, c'est une étape pédagogique et de réunion de travail autour de petits déjeuners. Ça se fait, c'est très, très à la mode. Au-delà de l'aspect convivial, c'est de traduire nos cahiers des charges de cession de terrain, puisqu'avec nos urbanistes et nos architectes, on va très très loin dans la définition finalement du produit final qui va être construit sur nos opérations. Il y a aujourd'hui une démarche qu'on a tenté de faire sur notamment Cartoucherie, de travailler avec un urbaniste qui puisse dessiner la forme urbaine dans laquelle vous, constructeurs, vous allez inscrire vos produits. On a tendance aujourd'hui d'avoir des maisons catalogues. Alors, il y a parmi les constructeurs ceux qui souhaitent évoluer, qui nous écoutent, c'est le cas de Maine Construction, et qui vont même au-delà de leur solution catalogue. Ça fait 3 ans maintenant qu'on y travaille. Et ça fait plaisir. Sauf que on sent bien qu'on a du mal à sortir je ne vais pas dire de cette facilité, ce serait très réducteur de ma part, mais il y a un moment, ça manque un peu de prise de risque. Et ce qui manque aussi, mais les propos de Madame me rassurent, c'est que certains constructeurs, maintenant, travaillent avec des architectes. Alors qu'on s'entende bien, hein, un architecte, il est forcément DESA ou DPLG, donc diplômé par l'État. C'est pas un architecteur ou un dessinateur. Voilà, un architecte, c'est une profession qui est protégée. Et ce serait bien. Alors je sais que ça coûte. C'est une fausse idée de dire que ça coûte cher, mais ce serait bien qu'on puisse à un moment travailler ensemble avec des constructeurs locaux, des agences d'architecture locales, des urbanistes. On se met autour de la table et on essaye de trouver et de sortir un produit. On va trouver des produits innovants chez les bailleurs sociaux. Moi, je m'aperçois que la construction des logements sociaux sont parfois beaucoup plus innovants que dans la production privée. D'aller chercher des matériaux innovants avec lesquels on travaille dans le secteur industriel, panneaux métalliques, panneaux plastiques, etc. Il faut qu'on ose. Donc ça, c'est peut-être une première étape. Je sais qu'il y a l'équilibre économique de la construction. Derrière, donc ça c'est un vœu de l'aménageur, voilà, sortons des modèles économiques catalogues qu'on connaît pour véritablement se mettre autour de la table. N'ayons pas peur des architectes,
Et l'inverse est vrai aussi. Et l'inverse est vrai aussi. Je pense que ce que je dis en permanence, c'est ayons l'intelligence et le plaisir de travailler ensemble. L'appel est lancé. Merci beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Concernant les architectes, c'est bien un architecte d'ESA que nous avons dans l'entreprise. Effectivement, il ne faut pas qu'ils aient peur de venir aussi chez nous. Les recrutements sont parfois compliqués parce qu'ils avaient peur de cette image de constructeur. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Je parlerai de ce projet-là parce que je vois c'est une friche industrielle. Donc là, c'est avec un promoteur privé. Mais nous avons aussi besoin des maires pour nous aider dans ces produit ici, c'est une friche industrielle au centre de La Roche-sur-Yon. Et la mairie nous avait gentiment provoqué une réunion avec tous les riverains pour qu'on puisse présenter le projet, pour qu'il n'y ait pas de problème par la suite. C'est un projet qui est en cours actuellement de réalisation. Donc on a besoin de vous, élus, pour nous aider à faire ces projets dans les centres-bourgs, dans les centres-villes, quoi, pour les adapter et pour entendre ce que nous disent nos concitoyens, parce qu'on n'a pas, nous, les moyens de les réunir, de passer les voir un par un pour présenter les projets, quoi. Merci. Vous avez aussi travaillé sur des solutions sur la petite enfance et le médical, je crois, sur les nouvelles solutions. Oui, effectivement. Là aussi, bon, c'est un privé, mais c'est en étroite collaboration avec la mairie qui a fait des efforts financiers importants pour fournir le terrain. Et nous avons conçu 2 micro-crèches. Ici, ce sont 2 micro-crèches. Nous allons en réaliser d'autres d'ailleurs, mais là, c'est 2 micro-crèches qui sont réalisées à Belleville-sur-Vie. Donc là aussi, ce sont des privés qui nous avions déjà fait une maison. Et ça s'était très bien passé, et ils sont venus nous trouver. Est-ce que vous seriez capable de réaliser une micro-crèche? Nous avons ce projet-là. Donc là aussi, on est obligé pour la conception de travailler avec les services sociaux, parce qu'il y a des réglementations très spécifiques pour la petite enfance. Donc voilà, c'est un projet qui représente deux grosses maisons individuelles, mais accolées l'une à l'autre. Et donc on travaille sur ce type de projet-là aussi, qui est aussi lié à la famille. Et avec toujours les mêmes arguments sur la sécurité juridique, sur la sécurité technique. Tout à fait. Alors la sécurité juridique, là, c'est pas le CCMI, c'est un contrat de conception-réalisation, mais qui est élaboré par la Fédération française du bâtiment et qui est très très proche. C'est un contrat de contractant général exactement, qui est très très proche du contrat CMI, qui est à quelques variantes près, mais c'est exactement la même chose. Il y a que l'ADO qui n'est pas compris dans notre prix, qui est à la charge la dommage ouvrage, pardon, qui est à la charge du maître d'ouvrage. Et là aussi, c'est la même chose. Donc, ce sont pas des maisons individuelles, ce sont des bâtiments qui ressemblent à de la maison individuelle. C'est un cabinet de kinésithérapeute en bas et un cabinet médical. Non, ça c'est bien c'est 2 cabinets de kiné, ça, effectivement. Oui, alors on dirait une maison. Comment? On dirait une maison. C'est une maison, mais la surface, bon, ce sont des salles de soins, une salle d'attente. C'est la même chose, sauf que effectivement, il y a l'accessibilité, il y a des passages, enfin, il y a des zones de retournement. Oui, tout ce qui concerne effectivement le passage des personnes à mobilité réduite, pas de seuil de porte, des portes plus larges. Tout à fait. Après, le sol aussi, le sol pour qu'il n'y ait pas de microbes et tout ça, donc des revêtements spéciaux pour qu'il n'y ait pas d'eau qui reste en surface, facile à entretenir. Voilà. Et c'est livré quand? Il y en a un qui est en cours il doit être réceptionné au mois de juillet, et l'autre, on va le démarrer là au mois de septembre. D'accord, merci. Ce sont des projets réels. Ouais. Merci. Sophie Baron, vous aviez aussi d'autres projets, je crois, à nous montrer. C'est juste aussi un cabinet de kiné. En fait, c'était avec piscine intérieure, deux jeunes kinés qui souhaitaient en fait réaliser, qui sont venus nous voir, et voilà, on a réalisé en fait ce projet-là qui démarre tout juste et qui sera livré l'année prochaine. Et ce sont des clients exigeants? En fait, on travaille vraiment ensemble. Voilà, on a un échange. Forcément, on a une écoute par rapport à ce métier-là, parce que c'est forcément, il y a des critères particuliers par rapport au métier. Mais voilà, c'est un échange. On se fait entourer aussi de personnes qui peuvent nous répondre sur des problématiques techniques et par rapport au métier. Et voilà, et ça se fait en fait.
Et on C'est retrouve l'échange et l'écoute et la communication. Et on trouve le côté pluridisciplinaire qui professionnel. permet de se positionner sur C'est des ça. projets très très différents. Ouais. On va vers cet échange-là entre professionnels et on peut évoluer avec ça. Ouais. Merci beaucoup pour votre participation, pour ces projets très intéressants. Est-ce que quelqu'un dans la salle a des questions à poser aux intervenants? Monsieur Di Micoli. Non, simplement, je voulais faire aborder des petits commentaires à tout ce que j'ai entendu tout à l'heure. Première chose, quand j'ai parlé ce matin de 25% de locatif social, 25% d'accession sociale. Qu'on s'entende bien sur... Je parlais du PLH, vous n'étiez pas là ce matin, madame. Je suis vice-président à l'Aglo d'Angers, en charge du PLUI. Les 25% d'accession sociale, ce n'est pas que du PSLA. C'est de l'accession sociale tous azimuts, c'est-à-dire toute opération financée par un PTZ. Soyons bien clairs. Deuxième chose, vous avez parlé d'aide apportée par la ville du Mans. L'Aglo d'Angers apporte pour toutes les opérations en accession sociale à la propriété, PTZ+, une aide, non pas à l'opérateur, mais au client, quel que soit l'opérateur, qui est souvent doublée par un financement de la commune d'implantation de l'opération. Donc on a une double aide qui se positionne dans ce domaine-là. Par rapport au problème d'architecte, je suis un ancien constructeur de maisons individuelles. J'ai toujours eu le plus grand mal à pouvoir recruter un architecte, sous prétexte que s'il était salarié de mon entreprise, il perdait le droit de signer ses plans. C'était une absurdité. À l'époque, c'était ça, je vous le garantis. Et c'est toujours ça. Et c'est toujours ça. Si bien qu'on était tombé dans une absurdité totale, on avait un salarié qui était architecte et on faisait signer les plans par un architecte extérieur en lui payant une prestation. Et j'ai toujours eu un échec total vis-à-vis de l'ordre des architectes pour qu'on modifie cette règle-là. Et je vous assure qu'elle existe toujours. Et c'est une absurdité totale, parce qu'on me disait, l'architecte qui va travailler pour vous va perdre son pouvoir de création, parce qu'il est sous la dépendance financière de l'opérateur. Alors là, l'opérateur en maison individuelle, c'est quand même le client qui prime, et c'est à lui qu'on va faire l'opération. Dernier point, en ce qui concerne, je parlais tout à l'heure de la rénovation du plateau des Capucins à Angers. On a donc décidé de refaire le plateau des Capucins, on s'est séparé de Castro, et on a donc un nouvel architecte qui s'appelle le cabinet Goua, qui va travailler sur ce dossier-là. On lui a demandé, dans la définition de son projet, de travailler en étroite collaboration avec les opérateurs immobiliers, quels qu'ils soient, c'est-à-dire les architectes, les promoteurs, les constructeurs de maisons individuelles, de manière à pouvoir définir un projet qui intègre les remarques et les attentes. Et on a une opération sur Angers qui est l'opération de Verneau, pour ceux qui connaissent Verneau, qui est un ancien quartier qui était un quartier difficile, qui a été démoli. Le projet de Verneau, qui a été fait par la Sarah ou la Sodemel, parce que les deux travaillent ensemble maintenant, a été fait en étroite collaboration avec les opérateurs sur ce terrain-là. Et donc on a une opération qui est en train de bien réussir. Voilà ce que je voulais vous dire, c'était des petits compléments d'information par rapport à mon intervention de ce matin et par rapport à tout ce que vous avez dit. Bravo pour ce que vous avez fait, vous faites, c'est un excellent travail. Merci beaucoup. Patrick, qu'est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, réagir au pot de Daniel Di Micoli? Claude. Un dernier mot avec les architectes. J'ai un architecte salarié qui est des PLG dans mes bureaux et j'en suis ravi parce qu'il a amené des touches aussi, une vision et un regard différent. Donc il a fait bouger les lignes chez nous et c'est important de travailler avec ces gens-là. Je voudrais revenir sur les aménagements de ZAC, de venir en amont. On voit très bien que les constructeurs sont capables de faire aussi autre chose que des maisons. Je fais beaucoup de cabinets pour des chirurgiens dentistes avec des normes très spécifiques en intérieur, du vide d'air, du plaque au plomb et tout ce qui s'ensuit avec des normes très très spécifiques. Et je pense que les aménagements de ZAC qu'on peut avoir, c'est de venir aussi avec cette vision. C'est-à-dire que je pense que dans les aménagements de ZAC, on doit aussi amener des solutions pour les personnes âgées, des médecins, des choses dans les ZAC et d'amener des bâtiments que l'on peut raisonner dans un ensemble, parce qu'on parle de mixité sociale. Mais on ne parle pas de mixité culturelle ni de mixité médicale pour les jeunes. Je pense qu'on est là aussi, on peut le faire aujourd'hui dans un aménagement de ZAC et dans un raisonnement complet pour aménager des ZAC, amener aussi notre vision de ce qu'on est capable de faire sur ces bâtiments où on a déjà travaillé. La preuve avec Sophie et Stéphane et moi, j'en fais aussi. Donc on a cette culture aujourd'hui de pouvoir amener des solutions complètes, au moins en termes de raisonnement. Et l'intérêt de travailler avec des archis qui sont là pour la conception,
l'idée qu'on a avec Madame Caron, c'est qu'elle a un pouvoir de conception. Et moi, je suis, comme disait Patrick, nous sommes des constructeurs de maisons individuelles. Et il est important de travailler avec des concepteurs, pour que les concepteurs puissent avoir une conception de quelque chose qu'on va réaliser. Et quand ces deux-là sont prêts à travailler sur une table, ça marche tout seul. En fait, ce que les constructeurs revendiquent, c'est d'être des acteurs de la ville, tout simplement. Et pas être contingentés dans les petites boîtes dans lesquelles on aime bien mettre les gens. Sophie Baron, vous vouliez ajouter quelque chose ? Nous sommes des passionnés, donc on veut faire bien notre travail et satisfaire notre client, voilà, nos familles. Et puis il faut l'être passionné parce que c'est pas un métier simple. Hein, quand on voit les normes, mais quand on est passionné, on prend vraiment beaucoup de plaisir chaque jour, et ça c'est top. Merci. Oui, j'avais à dire un petit mot sur les lotissements communaux que vous pouvez faire. On aura en Vendée, on a un règlement de lotissement qui a été conçu par un architecte qui déconseille aux clients d'aller voir des constructeurs. Donc ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup, que certains architectes, notamment avec les nouvelles normes, dessinent, conçoivent les plans et puis pour la réalisation disent « moi, je ne prends pas le risque. Allez voir ce constructeur-là ou celui-là. » Ouais, et c'est scandaleux d'interdire à une profession de travailler sur des lotissements alors que c'est notre métier, quoi. Ouais, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, monsieur. Je vous amène le micro et puis le sénateur va arriver dans quelques instants, donc je crois que malheureusement vous serez le dernier. Non, je suis François Caillot, maire d'une commune rurale qui évolue pas mal, mais on n'a pas des Madame Caron dans nos communes rurales, et c'est un peu dommage. Ce que je vous entends, c'est ces aménagements qui sont pensés et qui permettent de structurer une commune. Si je dis ça, c'est parce qu'on est un peu en déficit devant les constructeurs de maisons individuelles pour dialoguer. En tant que maire, j'avoue que là, j'ai des terrains, j'ai des choses à faire, mais le constructeur de maisons individuelles, il est prêt à remplir des parcelles, mais pas forcément à structurer, à aménager, à faire un peu d'urbanisme. Et là, Madame Caron, si vous pouvez nous aider, ce serait pas mal. Merci Madame Caron, si vous voulez. Attends, on va vous donner un micro. Juste pour de la parole, on est capable de travailler tous ensemble, c'est-à-dire que demain, on peut former une équipe entre les architectes, les constructeurs, les aménageurs. Donc pour des communes rurales, demain, le constructeur peut se déplacer sans aucun souci, mais en formant toute une équipe. Que ce soit sur le Maine-et-Loire, ou que ce soit sur la Sarthe, ou que ce soit le 85 ou le 44. Il y a des constructeurs aujourd'hui qui sont capables de former des équipes pour répondre à ces besoins-là. L'idée, c'est de se mettre autour de la table. Pour répondre sur les communes rurales, c'est notre cœur de métier aussi pour les primo-accédants. Donc je pense qu'on a tous fait des maisons dans des communes rurales, et je viens d'une commune rurale. Je suis en train de monter 4 petites maisons pour retraiter des aînés avec un maire. On n'avait pas de solution ni financière, ni technique, ni foncière d'ailleurs. On a réussi à trouver le foncier, à le générer, à en prendre possession via la mairie, à trouver des solutions financières. Donc, quand il y a de la volonté et de l'envie, on a aujourd'hui chez les constructeurs de maisons individuelles assez d'intelligence et de gens pour se mettre autour. Moi, je suis passé avec un archi, on travaille en conception avec un architecte et je vais faire les maisons. On viendra vous aider, monsieur le maire, je vous promets. Écoutez, rendez-vous l'année prochaine pour en reparler. Merci pour votre intervention. Je peux intervenir au-delà de la Sarthe. Et éventuellement vous pouvez m'appeler, j'essaierai de vous conseiller avec un grand plaisir. On parle beaucoup d'architecture et de construction. La base d'un projet d'urbanisme ou d'un projet d'aménagement en secteur rural, c'est la volonté du maire. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre commune ? Comment vous la voyez ? Et comment vous voulez laisser cet aménagement aux générations qui arrivent ? Donc la première chose, c'est de définir votre projet avec une équipe d'urbanistes. Parce que c'est quoi l'urbanisme ? C'est quoi l'aménagement ? C'est créer du lien social. C'est faire de l'aménagement économe en terrain, économe en entretien demain pour vos services. C'est faire de l'aménagement intelligent. Et avant de construire des maisons, entourez-vous de compétences d'urbanistes qui vont avoir une lecture de votre territoire, qui vont écouter vos besoins, qui vont vous dessiner un projet avec des axes principaux. Comment vous distribuez votre zone d'aménagement, comment vous la reliez au centre-bourg. Est-ce que vous prévoyez d'y faire une école ?
d'y mettre une boulangerie, une boucherie. Définissez vos besoins, vous, élus, et le reste suivra. Mais la maison est l'objet final. La traduction de vos besoins, il sera fait par une équipe, une agence d'urbanistes, en priorité. Et un aménageur, quand vous en avez un, qui sera chef d'orchestre pour piloter votre projet. Mais vous devriez avoir une SEM dans votre département ? Comment s'appelle-t-elle ? La Sodemel ? Mais écoutez, il suffit d'appeler Michel Ballarini, cher monsieur. Il peut tout pour vous. Oui, je voudrais juste dire quelques mots suite à mon intervention de tout à l'heure et suite à cette table ronde. C'est que notre métier a changé, vous l'avez vu. Hein. On est constructeur de maisons, certes, mais également on sait faire plein de choses. On sait faire du tertiaire, des bureaux, des centres médicaux, etc. On sait travailler avec les aménageurs, on fait plein de choses aujourd'hui. Donc, vous, mesdames et messieurs les élus, si vous avez besoin vraiment de nous pour vos projets, ne pensez pas qu'on ne sait faire que des petites maisons rectangulaires au milieu d'un terrain. Aujourd'hui, on sait s'adapter sincèrement à tout, à votre demande. C'est notre nouveau métier aujourd'hui. Donc ce métier, je vous répète, il est vraiment en mutation et n'hésitez surtout pas à faire appel à nous. Merci. Merci Patrick. Le sénateur arrive. Il est arrivé. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Très intéressant. Merci de votre participation. Je vais laisser Olivier conclure et accueillir Olivier va accueillir monsieur le sénateur et je lui rendrai le micro.